Juste avant de commencer, qui suis-je? Je suis Edouard Seya, développeur back-end chez Xebia et craftsman passionné par l'intégration des problématiques métiers au sein du logiciel. Pour reprendre une expression de Cyril Martrère, j'aime tout ce qui est en DD. Test-driven development, behavior-driven design, domain-driven design. Aujourd'hui, je suis ici pour vous parler de ce que l'histoire du métro parisien m'a enseigné sur la création logicielle. Pas trop touché à ça. L'étude de l'histoire, c'est une discipline scientifique à part entière. Et vu que j'ai aucunement la prétention d'être historien, je vous prie de m'excuser si quelques inexactitudes se sont glissées dans ce qui suit, malgré mes efforts de documentation. Vous ne le savez peut-être pas, mais la première ligne du métro de Paris a ouvert ses portes en juillet 1900. Donc le métro de Paris fête aujourd'hui ses 118 ans. Je pense que peu d'entre nous étaient vivants à l'époque. Aussi, je voudrais commencer par vous resituer un peu le contexte technique, enfin technologique, on va dire. Nous sommes donc en juillet 1900. Les avancées vont bon train. Voici un exemple d'un beau téléphone récent, ainsi que du dernier modèle en date de machine à laver. Il s'appelle l'ami de la femme. Non, l'émancipation de la femme n'est pas encore un sujet de société. Les avions non plus, d'ailleurs. Ils ne sont encore que des prototypes financés par l'armée. Et Clément Ader voit d'ailleurs ses financements coupés après avoir échoué de peu à réaliser un décollage motorisé contrôlé de son avion 3. La Tour Eiffel est achevée depuis à peu près un an pour l'exposition universelle de 1900, qui va accueillir jusqu'en novembre 50,8 millions de visiteurs. C'est 10 millions de plus que la totalité de la population française de l'époque. Imaginez la foule dans Paris. Le métro a ouvert ses portes pour faciliter le voyage de tout ce petit monde pendant l'exposition universelle. Bon, il a ouvert en juillet alors que ça a commencé en avril. On est un petit peu à la bourre. Juste un peu. De l'autre côté de la Manche, nos voisins ont construit leur métro il y a 37 ans de ça. Le métro de Londres fête sa 37e bougie. Enfin, souffle sa 37e bougie. Donc par rapport à nos voisins d'en face, on n'est pas juste un petit peu à la bourre, on est carrément à la masse. Mais ce serait oublier que le Tube, le métro de Londres, a ouvert ses premières lignes en faisant circuler des trains à vapeur. Et qu'un train à vapeur dans un tunnel, ça donne ça. Imaginez les couloirs et les escaliers du métro de Paris dans ces conditions. Curieusement, l'idée de faire circuler des trains à vapeur en souterrain ne nous plaisait pas des masses. Et on a commencé des études et des travaux un peu sérieux que lorsqu'on a eu à disposition des moteurs électriques suffisamment puissants pour tracter des trains de voyageurs. Donc en fait, on n'est pas juste un peu à la bourre, on a choisi de ne pas utiliser une technologie qui serait aberrante, inadéquate, inadaptée. Mais la Wikipédia vient nous rappeler que la première ligne de métro grande profondeur du métro de Londres a ouvert en 1890 avec des trains électriques. Donc en fait, si, on a 10 ans de retard. Mais ma question, c'est pourquoi? Enfin, on n'est pas plus bête que nos voisins d'en face, alors pourquoi autant de décalage? Eh bien, depuis juin 1880, les communes ont le droit de créer des chemins de fer d'intérêt local pour desservir leur territoire. Et c'est dans cette optique que la mairie de Paris a conçu et déposé en 1883, pour déclaration d'utilité publique à intérêt local, on aime les trucs longs, un projet de métropolitain composé principalement d'une ligne circulaire et d'une transversale nord-sud. Le but, c'est de créer un réseau de chemins de fer urbains qui va permettre de desservir l'ensemble des quartiers de Paris et remédier à l'insuffisance des transports qui existent à l'époque en surface. Le problème, c'est que l'État refuse de promulguer la loi déclarant d'utilité publique à intérêt local
le projet de métropolitain de la ville de Paris. Pour l'État, le métro de Paris, c'est le métro de la capitale, et il est d'intérêt général. Et dans cette optique, il se doit de desservir les gares de Paris existantes pour permettre aux trains qui proviennent de banlieues d'en inonder, entre guillemets, le cœur, et d'y faire circuler aussi les convois militaires. Ajoutez à ça le fait que la vision de l'État ne prend absolument pas en compte les mouvements de circulation des Parisiens, et vous obtenez 15 ans de projets avortés et de guerre de clochers. D'un côté, on a la mairie de Paris qui n'est pas en mesure d'obtenir de l'État un métro qui correspond à sa vision. Et de l'autre, on a l'État qui n'est pas en mesure d'imposer à la ville de Paris un métro qui correspond à sa propre vue à cause de la loi de 1880. Une des craintes de la ville de Paris avec la vision de l'État du métro, c'est une diminution des recettes de l'octroi, qui était un impôt sur l'entrée des marchandises qui existait encore à l'époque. Pour la ville de Paris, offrir un accès facile à l'intégralité de la capitale depuis la banlieue, ça voulait dire un exode des revenus fortunés qui iraient vivre en banlieue, où l'air est bon et les terrains grands, et ne les voir faire l'aller-retour que la journée pour le travail. Si les gens n'habitent plus sur Paris, ils ne consomment plus sur Paris. S'ils ne consomment plus sur Paris, il n'y a plus besoin d'y faire entrer de marchandises. S'il n'y a plus besoin d'y faire entrer de marchandises, il n'y a plus d'octroi. S'il n'y a plus d'octroi, il n'y a plus d'octroi. Les projets métropolitains de la ville de Paris prenaient donc systématiquement le soin d'enfermer les Parisiens au sein de Paris. Et si vous prenez le temps de réfléchir quelques instants au visage du plan du métro de Paris d'aujourd'hui, je pense que vous pourrez vous dire que c'est quand même pas trop mal réussi. Mais alors, qu'est-ce qui a bien pu faire déclarer d'utilité publique en 1898 un projet de la municipale, alors qu'au bout de 15 ans, vous pensez bien que les Parisiens, ils se sont fait une raison, le métro, ils ne le verront jamais. Vous vous souvenez de ce qui doit arriver en 1900 ? L'exposition universelle ? Les 50,8 millions de visiteurs sur 6 mois ? C'est ça qui a fait céder l'État. La ville de Paris gagne une bataille, mais n'a pas encore remporté la guerre. Ou alors c'est dans l'autre sens. Ouais, c'est dans l'autre sens, c'est pas grave. Petite anecdote pour vous faire sentir le niveau de sel et de débat. L'État cède et accepte donc, dans la quasi-totalité, le dernier projet municipal. Et la ville de Paris décide d'utiliser un écartement de voie d'1,10 m, alors que le standard utilisé un peu partout est d'1,44 m. Le but est de s'assurer qu'aucun train provenant de l'extérieur ne pourra un jour emprunter le réseau parisien. Bon, après étude technique, il s'avère que 1,30 m, ce serait quand même plus confortable pour réussir à installer des moteurs électriques suffisamment puissants pour réussir à tracter les trains de voyageurs. Le projet passe donc devant les ingénieurs des mines, où le ministre de l'Armée s'aperçoit de la supercherie et impose l'utilisation d'un écartement de voie d'1,44 m. Ça n'est qu'après s'être aperçu que le gabarit des tunnels ne permettait de toute façon pas de laisser passer les trains provenant de l'extérieur, et que ce gabarit ne posait de problème à personne, que la ville de Paris accepta d'utiliser un écartement de voie d'1,44 m. Bon, certains d'entre vous commencent peut-être à se demander s'ils n'avaient pas vu la mention logicielle quelque part dans le titre. J'y viens. Que tirer de ça ? Eh bien, pour moi, un corollaire d'un des principes Unix, qui est ne faire qu'une chose, mais la faire bien. Quand on a des visions qui s'opposent sur des points cruciaux, c'est qu'il y a besoin de deux produits différents. Il n'est pas toujours souhaitable de faire des compromis. Le risque serait de créer une espèce de monstre de Frankenstein qui répondrait mal aux deux besoins et donc laisserait l'ensemble de ses utilisateurs insatisfaits. Non pas qu'une vision soit meilleure que l'autre, juste que comme elles servent des besoins différents, elles méritent des produits différents, donc des logiciels différents. D'ailleurs, la vision de l'État, elle n'était pas basée sur du flanc et elle est restée à peu près insatisfaite jusqu'à ce que vienne le RER qui permet de desservir le cœur de Paris depuis la banlieue
Alors, on n'a pas forcément les moyens d'aborder de front la réalisation de produits. Comment choisir? Tirez à pile ou face, faites une étude de marché, choisissez celui avec le ROI le plus court. Soyez inventif. J'ai une petite question. Ça, c'est le plan du métro de Paris tel qu'il était prévu de le construire. Donc juste avant le démarrage des travaux, c'était ça qui était prévu de construire. On voit un squelette un peu du métro qu'on connaît aujourd'hui. Et ça, en moche, c'est le plan du métro de Paris tel qu'il était ouvert au public fin 1900. On reconnaît facilement la ligne 1, et on voit les embryons de ce qui seront plus tard les lignes 2 et 6, qui à l'époque s'appellent de nord et de sud. Ma question donc, c'est, il n'y a rien qui vous choque? Je veux dire, pourquoi est-ce que l'intégralité du réseau parisien n'a pas été mise à disposition du public du jour au lendemain? On a une première partie vitale qui a été mise en production, qui était nécessaire pour desservir l'exposition universelle, avant même que le reste ne soit commencé. Pourquoi ça choque encore des gens quand on veut faire la même chose avec du logiciel? Alors on pourrait me rétorquer que construire des lignes du métro, ça prend du temps, puis ça fout du bazar. Donc c'est normal de vouloir les faire les unes après les autres. Mais créer les fonctionnalités dans le logiciel aussi, ça prend du temps. Et vous en connaissez beaucoup, vous, des logiciels qui, ex nihilo, sont arrivés en production moins de 2 ans après le démarrage du projet, avec l'ensemble de toutes les fonctionnalités dont tous les utilisateurs ont besoin. D'accord, mais le métro de Paris il a été construit selon le plan qui avait été défini à l'avance par la ville de Paris. Et on l'a vu, hein, le plan, ok, il y a plus de choses aujourd'hui, mais enfin, c'est quand même pas mal ça. Hein. Je voudrais qu'on jette un œil ensemble au plan du métro de Paris tel qu'il était en 1930. Alors déjà, je trouve qu'en 30 ans, on a bien bossé. Il y a beaucoup plus de choses. Et on va jouer un petit peu au jeu des 7 différences. Alors pour ceux qui sont tout au fond, je vais vous aider. L'embryon de ligne 2 qu'on a fait ici, là, il a beaucoup grandi. Il s'appelle maintenant la ligne 5. Et il part d'Étoile pour aller jusqu'à Gare du Nord en passant par la place d'Italie. Place d'Italie, d'où part la ligne 6, qui rejoint Nation. On est d'accord qu'aujourd'hui, c'est la ligne 6 qui part d'Étoile pour aller à Gare du Nord par la place d'Italie, et la ligne, d'Étoile pour aller à Nation par la place d'Italie, et la ligne 5 qui part d'Italie pour aller vers le nord. En 1931, on a eu une grande exposition du côté de Vincennes qui a drainé à peu près 30 millions de visiteurs. Et pour mieux desservir l'événement, les lignes 5 et 6 ont pris temporairement le visage qu'on leur connaît aujourd'hui. Et ça n'est qu'en 1939, avec le prolongement de la ligne 5 jusqu'à l'église de Pantin, que la ligne 6 a récupéré le tronçon Étoile-Place d'Italie. La ligne 5 était la ligne la plus longue du réseau à l'époque, et le moindre pétzouille en termes d'exploitation avait des répercussions pendant des heures, et le prolongement jusqu'à l'église de Pantin rendait l'ensemble quasiment inexploitable. Désolé, je vais boire un coup. Ça fait du bien. J'aimerais qu'on jette un œil ensemble maintenant, donc en 1930, à la ligne 8, et plus particulièrement à sa partie ouest. Vous ne trouvez pas que c'est la ligne 10 d'aujourd'hui? À propos de ligne 10, qui est en pointillé là, Invalides, Varennes, Saint-François-Xavier, Duroc. C'est un morceau de la ligne 13, ça. En fait, au fur et à mesure que les lignes sont construites, celles qui sont existantes sont adaptées pour mieux répondre aux besoins qui ont évolué ou répondre aux besoins qui avaient été mal évalués. Et c'est normal de vouloir prendre en considération les retours d'une utilisation quotidienne pour améliorer l'expérience utilisateur. Pourquoi ça choque quand on veut faire la même chose avec du logiciel? Je ne sais pas. Au-delà de toute notion d'agilité, de Scrum, de Kanban, de ce que vous voulez,
Construire itérativement, ça constitue le seul moyen qu'on ait d'ancrer dans la réalité nos productions. Il n'y a que de cette façon-là qu'on est en mesure de juger de l'adéquation de ce qu'on a produit avec la réalité du terrain et de corriger le tir quand c'est nécessaire sans avoir dépensé des sommes folles pour rien. Puis surtout, avec le logiciel, c'est quelque chose d'immatériel. On a souvent un éclair en termes de connaissance de notre besoin réel que lorsqu'on a entre les mains une première version du logiciel. En fait, j'irai au-delà et je dirais que construire itérativement, c'est indispensable. Et l'exemple qui m'a vraiment fait entrer dans la tête cette évidence, c'est l'exploitation du métro parisien. Les principes qui les régissent aujourd'hui nous paraissent tomber sous le sens. On a des lignes qui sont autonomes, donc qui fonctionnent indépendamment les unes des autres, sur lesquelles circulent des trains qui font la navette entre des terminus. Et ces trains se comportent en omnibus, donc ils s'arrêtent à toutes les stations. Jusque-là, je vous ennuie. C'est parce que voilà, on le voit tous les jours, c'est très simple. Mais ce n'est pas du tout le principe qui était retenu au démarrage des travaux. Quand les travaux ont commencé, l'idée était de faire circuler les trains selon des circuits plus ou moins compliqués qui empruntaient plusieurs lignes. Autrement dit, un même quai, tout du long de la journée, aurait pu être desservi par des trains ayant des destinations et des arrêts différents. Et dès 1901, on a pu mesurer que ce serait absolument inexploitable de procéder de cette façon-là, sitôt que les lignes de métro seraient un tout petit peu chargées. En fait, construire itérativement, c'est s'apercevoir qu'une évidence, on ne peut pas prédire le futur précisément. Et paradoxalement, c'est aussi se donner les moyens de le prédire un peu en observant le passé. À propos d'observer le passé, j'aimerais qu'on regarde un petit peu ensemble ce qui s'est passé le 10 août 1903. Mais juste avant ça, si vous ne le savez pas, sachez que l'alimentation électrique du réseau parisien se fait par le biais, je suis désolé, d'un troisième rail, qui est celui que vous voyez surélevé par rapport au reste de la voie, et qui fournit une tension en courant continu de 600 volts par rapport à la Terre. Ça a changé? 750 maintenant? Eh bien, ça a changé maintenant. Il y a longtemps? Je ne l'ai pas pris, le livre d'où j'avais ces informations-là, qui est pas jeune. 750 maintenant. Bon, je corrigerai ma slide pour la prochaine. Merci. Ce courant qui est à disposition à travers le troisième rail, on l'appelle courant de traction, et il fournit toute la puissance nécessaire pour permettre aux motrices de tracter les trains, d'où le nom courant de traction. Et ce courant de traction, il est capté par ce qu'on appelle des frotteurs, des espèces de patins qui viennent au contact du troisième rail. En 1903, les trains qui circulent ont des cabines et des caisses qui sont en bois, et un nombre grandissant d'entre eux sont tractés par des motrices qu'on appelle Thomson double, qui présentent l'avantage de pouvoir constituer des trains avec plusieurs motrices. Donc on passe de trains de 4 wagons dont une motrice à des trains de 8 wagons dont 2 motrices, une à chaque extrémité. Dans cette configuration, il n'y a que les frotteurs d'une des 2 motrices qui sont utilisés, et le courant de traction est transmis jusqu'à la 2e motrice par le biais d'un câble qui passe de wagon en wagon. Le 10 août 1903, donc, vers 19h30, sur la ligne 2, c'est précis, hein, un départ d'incendie est provoqué par un court-circuit dans l'un des moteurs de tête de la Thomson double du train numéro 43. Précis. Maîtrisé plusieurs fois en coupant le courant, l'incendie repart sitôt le courant établi. Forcément, hein, un incendie provoqué par un court-circuit, quand on remet le courant. Le train est vidé de ses voyageurs à Barbès et continue son trajet pour aller en garage. Sauf que tracter 8 wagons quand on n'a qu'une seule motrice qui fonctionne à peu près correctement, c'est un peu compliqué. Le train 52, qui est juste derrière, est donc lui aussi vidé de ses voyageurs et vient pousser le train 43.
Arrivé à la station Ménilmontant, l'incendie devient incontrôlable et se propage aux deux trains. En station Couronne, juste avant Ménilmontant, le train 48 est à quai et il est bondé des voyageurs déposés par les deux trains précédents. Pardon. Une fumée épaisse envahit la station Couronne, alors que le personnel tente de faire évacuer la station. Quelques personnes descendent, mais la plupart veulent attendre une reprise du trafic. Certains refusent même de descendre sans avoir au préalable été remboursés de leur ticket. Trop tard. L'éclairage se coupe, la station est plongée dans le noir. Dans la panique qui s'ensuit, plus de 70 personnes cherchent, désorientées et à tâtons, une sortie à l'extrémité nord de la station. La seule sortie existante se trouve de l'autre côté. Elle meurt asphyxiée. L'appel d'air provoqué par le tunnel transforme la station Ménilmontant en une fournaise durant toute la nuit. Le lendemain matin, les pompiers peuvent enfin descendre pour extraire les corps des 84 victimes, la plupart agglutinées contre le mur nord de la station Couronne. Voici ce qui reste des wagons pris dans l'incendie. Quelques jours plus tard, on prend pleinement conscience de cruels manques de mesures de sécurité. Parmi les mesures qui seront prises en conséquence, il y en a certaines qui aujourd'hui nous paraissent être une évidence, mais qui ont façonné notre métro, comme l'obligation de pouvoir couper le courant de traction depuis les stations, la nécessité d'avoir un éclairage dans les tunnels, la nécessité d'avoir un éclairage de secours électrique qui soit distinct du courant de traction, la reconstruction de tout le matériel roulant de façon à éviter le risque d'incendie. Curieusement, faire circuler 300 ampères dans un câble sous un plancher en bois, ce n'est pas une bonne idée. Reconstruction de matériel en station, en matériaux incombustibles, etc., etc., etc. En fait, les gens se moquent de la sécurité jusqu'à ce qu'il soit trop tard. Et l'ennui avec la sécurité, c'est qu'elle n'est pas optionnelle. Un autre problème avec la sécurité, c'est que c'est un peu un travail ingrat, je trouve, parce que non seulement il est presque impossible de se prémunir de risques qui n'ont pas été identifiés, mais en plus, personne ne viendra vous féliciter du fantastique travail que vous avez fait sur la sécurité, alors que vous pouvez compter sur tout le monde pour venir vous souffler dans les bronches quand ça se passe mal. Toujours à propos de sécurité, un des risques qui avait été identifié à l'époque, parmi d'autres, est le risque de collision entre trains. La solution qui avait été mise en œuvre à l'époque et qui est encore à l'œuvre aujourd'hui est de créer une section de voie tampon derrière chaque train, identifiée par 2 signaux lumineux. Et donc cette section, elle avance à peu près en même temps que le train, qui permet de dire, attention, il y a quelqu'un devant. Et d'ailleurs, les feux, vous allez le voir juste après, donc dans ces conditions-là, pour qu'un train vienne entrer en collision avec un autre, vienne le tamponner, il faut qu'il ait au préalable ignoré 2 signaux lumineux lui disant « mais il y a quelqu'un devant, avance plus ». Donc, je disais, ces signaux lumineux, ils sont de couleur... Hein? J'ai rien entendu. Rouge? Non, verte. Verte. Les premiers mois, ce sont des signaux de couleur vert qui sont employés. En fait, les signaux verts, ils ne veulent pas dire stop. Ils veulent dire vas-y, mais doucement s'il te plaît. Et c'est un signal blanc qui signifie une section de voie libre. Retenez ça, ça sera utile pour tout à l'heure. Alors évidemment, avec vas-y, mais doucement s'il te plaît, ce qui devait arriver arriva. Hein. Entre Champs-Élysées et Concorde, 3 mois après l'ouverture de la ligne 1, un violent tamponnement. La réplique ne se fit pas attendre, on remplaça tous les signaux permissifs verts par des signaux d'arrêt absolu rouge.
Et pour s'assurer que les conducteurs respecteraient la consigne, mais on a mis en place un système de détection du franchissement des feux rouges qui déclenche une alarme dans la station d'après, alarme qui ne peut être coupée qu'en utilisant un interrupteur qui est dans une boîte plombée à l'usage unique du chef de station, lequel note le numéro de la rame incriminée pour retrouver le conducteur. Bon, ça marche bien, hein. Depuis, la fréquence et la gravité des tamponnements ont vraiment bien descendu. Il y a un petit souci, c'est qu'en termes d'expérience utilisateur et de fluidité du trafic, c'est vraiment pas ça. En fait, dans la configuration où vous avez un train qui quitte un quai et un autre qui veut entrer à quai, le train qui veut entrer en station, il est obligé d'attendre que le train qui est devant ait non seulement dégagé le quai, mais qu'il se soit aussi largement éloigné, le temps que la section de tampon se soit déplacée elle aussi. Sauf que dans ces conditions, le train qui est derrière risque pas de venir tamponner celui qui est devant, puisqu'il va s'arrêter à hauteur du quai pour permettre aux gens de monter et descendre. La solution a consisté à faire revenir notre ami le feu vert en le plaçant avant le quai, de façon à ce que, quand le train qui est devant ait dégagé le quai, le feu vert s'allume, permettant au train qui est derrière d'entrer en station. Vas-y, mais doucement, s'il te plaît. Trouver un équilibre entre performance et sécurité, ça nécessite de découvrir entre quels extrêmes on cherche à obtenir un équilibre. J'ai appris à moins m'offusquer de règles de sécurité trop rigides, parce que je sais maintenant quelles sont les prémices d'un équilibre qui reste à trouver et que seule l'expérience nous permettra de concevoir et d'affiner. Juste avant de passer à la suite, aujourd'hui, le feu vert est devenu jaune et le feu blanc est devenu vert. Non pas que ce soit plus logique d'une quelconque façon, ça reste un code couleur, mais c'est que le feu blanc était parfois confondu par les conducteurs avec les feux des trains qui venaient à contresens. Pensez à embarquer un spécialiste de l'expérience utilisateur dans la conception de vos produits pour éviter ce genre d'erreur. À propos d'expérience utilisateur, un des défauts de conception des stations anciennes est que les accès aux quais sont presque systématiquement aux extrémités. Les ingénieurs qui les ont conçus ont réfléchi en modélisant les mouvements des voyageurs avec des fluides, sauf que les gens ne sont pas des fluides. Le truc, c'est que les voyageurs quotidiens optimisent leur positionnement dans le train, vous le faites tous, je le fais aussi, en se positionnant dans le train pour être face à la sortie, à la station de descente. Et les voyageurs occasionnels utilisent maintenant Citymapper pour obtenir le même résultat. La conséquence, c'est évidemment que les gens sont mal répartis dans les wagons, ce qui provoque un inconfort supplémentaire important, mais aussi une diminution du débit. Et forcément, quand on fait descendre 50 personnes par une porte, c'est plus difficile que de faire sortir ces 50 mêmes personnes par 10 portes. La RATP a donc cherché un moyen de résoudre ce problème, sauf que sans avoir à essayer de transformer toutes les stations, parce que bizarrement, ça risquerait de coûter un peu trop cher, voire d'être irréalisable dans certains cas. Alors ça, c'est un MF77, pour métro fer, appel d'offres 1977. Ça vous donne une idée de l'âge du bestiau. Alors, vous le voyez sur les lignes 7, 8 et 13. Pourquoi est-ce que je vous montre un MF77? Parce que c'est à partir de 3 caisses accidentées de MF77 que la RATP a fabriqué le BOA. Il fleure bon les années 80. Il a été construit en 1985 et utilisé jusqu'en 1993. Alors je parle de lui vraiment au passé parce qu'il a été ferraillé en 1999 après avoir été vandalisé. Le BOA était un train prototypique qui comportait notamment 2 avancées technologiques, les essieux orientables, qui visent à supprimer les grincements désagréables si caractéristiques du métro parisien dans les courbes, et aussi à réduire l'usure des voies.
Mais il comporte aussi 3 prototypes de circulation intégrale entre les stations. Entre les wagons, pardon. Donc on appelle ça l'intercirculation intégrale, et vous êtes d'un bout à l'autre, vous pouvez naviguer d'un bout à l'autre du train sans avoir à en sortir. Le BOA a été utilisé d'abord dans un coin sur la courbe la plus serrée du métro parisien, puis ensuite de façon occasionnelle sur la ligne 5, avant d'être mis en circulation sur la ligne 12, aux heures creuses, parce que comme le train était 2 fois plus court, ça n'allait pas avec des heures pleines. Et la RATP, satisfaite des résultats, s'est dit qu'il était temps de passer à la vitesse supérieure. Et voici le MF88, qui est le descendant direct du BOA. Il en reprend notamment les essieux orientables et l'intercirculation intégrale. Il a été mis en circulation sur la ligne 7 bis. Alors pourquoi la ligne 7 bis? Parce qu'elle est courte, elle a un trajet qui est particulièrement sinueux et en plus, elle est à faible fréquentation. L'endroit idéal pour tester à plus grande échelle, mais sans trop d'impact, les expériences. Ces expériences à plus grande échelle ont permis à la RATP de s'apercevoir que l'essieu orientable, malheureusement, il est extrêmement fragile. Et paradoxalement, il occasionne des dégâts à la voie. Et l'entretien supplémentaire occasionné par l'essieu orientable est absolument pas viable économiquement parlant. Et l'expérience s'arrête donc ici pour l'essieu orientable. Il reste cantonné au MF88 qui circule sur la ligne 7 bis. Par contre, ce truc-là commence à me casser les pieds. Hop. Par contre, l'intercirculation intégrale, elle est jugée satisfaisante et elle est donc généralisée à tous les nouveaux modèles. Bon, ici, c'est un MP89 CM. Alors, CM pour conduite manuelle et le P pour pneus. Alors, pourquoi est-ce que je vous bassine de tout ça? C'est que en 1980, la RATP vient de finir de retirer de circulation les rames Sprague-Thomson après plus de 70 ans de bons et loyaux services. Donc si vous trouvez que le train que vous prenez aujourd'hui est vieux, pensez à lui. Mis en service à partir de 1908, c'était le premier à être entièrement constitué d'une caisse métallique, rapport à l'incendie de Couronne, etc. Sauf que, comme il constituait une très grande partie du matériel roulant de la RATP, il a vieilli à peu près tous en même temps, et il a fallu les remplacer à peu près tous en même temps. Alors à peu près, ça se compte quand même en dizaines d'années. Une fois que le rush de remplacement des Sprague-Thomson était terminé, la RATP s'est dit que c'était le bon moment de se poser et de réfléchir à quoi ressemblerait le matériel roulant du futur. Ils ont donc sélectionné des technologies nouvelles, prometteuses, les ont assemblées pour permettre de constituer une vision forte de ce que doit être une rame de métro moderne. Et en faisant passer des tests d'expérimentation à plus grande échelle, on réussit à se constituer quelque chose. Moi, j'aime bien prendre la ligne 14, par exemple, aujourd'hui. Je trouve que il y a de la place, ça va vite. C'est un métro moderne, quoi. Tester des manières de penser différentes, des paradigmes un peu exotiques, des produits et des solutions innovantes. Toute cette veille technologique qu'on fait en logiciel, c'est réussir à se construire une vision qui soit cohérente de ce qu'on voudrait être le logiciel et d'expérimenter. Et les échecs sont au moins aussi importants que les réussites parce qu'ils permettent de tester les limites de ce qu'on a sous la main, mais aussi de se créer des axes d'amélioration. En résumé, l'histoire du métro de Paris m'a ouvert les yeux sur des aspects de la création logicielle que je trouve capitaux. Éviter de faire circuler des trains à vapeur dans des souterrains. Ne rien faire, plutôt que de choisir une technologie inadéquate. Détecter au plus tôt
les visions inconciliables pour leur proposer des produits distincts. Éviter de perdre 15 ans dans des débats stériles qui ne font avancer personne et ne mettent juste de une mauvaise ambiance. Alors on a forcément une vision limitée du futur. Puis comme le disait, alors, désolé, je sors la citation de Confucius, l'expérience n'est qu'une lanterne qu'on porte dans le dos et qui n'éclaire jamais que le chemin parcouru, quelque chose comme ça. Mais ça permet quand même d'avoir une idée d'où on met les pieds. Créer des processus de sécurité qui soient un peu future-proof, qui soient résistants, ben, ça nécessite souvent de protéger les gens d'eux-mêmes. Ne pas oublier que souvent, la sécurité ne fait les grands titres qu'en cas de catastrophe. Donc s'il vous plaît, même si on sonne pour des Cassandres à vos oreilles, écoutez nos conseils en matière de sécurité, pitié. D'ailleurs, la sécurité, c'est pas juste assembler des produits qu'on a trouvés sur l'étagère en se disant bah voilà, c'est ce qui marche aujourd'hui, ça marchera pendant 15 ans. C'est un processus qui va nécessiter des expérimentations, de se prendre les pieds dans le tapis, mais vaut mieux que ce soit à petite échelle qu'à grande, et d'être surtout toujours remis en cause. Ça nécessite des audits, ça nécessite des tests de pénétration, ça nécessite par exemple du bug bounties. Ces systèmes où vous payez des experts en sécurité pour qu'ils viennent essayer de casser votre logiciel et votre service, et vous les récompensez en fonction des failles qu'ils ont trouvées. Les plus grands le font, pourquoi pas vous? Se construire une vision forte et faire de la veille technologique, c'est pas juste garder l'employabilité. C'est aussi se donner de quoi construire de façon cohérente le futur de notre logiciel. Je vous remercie de votre accueil. J'espère que ça vous a un peu intéressé. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Je ferai de mon mieux pour y répondre. Merci. Alors, on a 3 minutes pour les questions à peu près. Par qui on commence? Ah, vous êtes pressé d'aller au café. Aucune question? Bon. T'avais pas des annexes, des choses à rajouter ou... Bon, si c'est pour meubler, autant que les gens aillent à prendre un café, hein, ils seront contents. Ah, il a une question, Joachim. Si, une question. Très bien. Une remarque, c'est sur quelque chose qui n'est pas un logiciel, mais vraiment un truc physique. Je trouve que c'est quand même une grosse performance d'avoir commencé des tunnels et d'avoir pu changer complètement le circuit des lignes. Donc ça, pour moi, c'est aussi un truc qu'on peut relier aussi au logiciel, c'est la possibilité d'avoir une infra ou quelque chose, un support, quel que soit le concept équivalent logiciel, qui vous permette d'être flexible et de changer, complètement réorganiser l'utilisation du support en fait. Et en fait, ouais, pour moi, c'est le truc que j'ai remarqué, ça, le changement de plan sans arrêt des lignes, elles peuvent pouvoir changer le tracé des lignes sans arrêt, ce qui n'est pas franchement le truc auquel on pense quand on creuse un tunnel, on se dit c'est compliqué. Et moi, je trouve que c'est vraiment éclairant pour le logiciel. Il faut vraiment penser à ce truc-là. Bon, c'était plus une remarque qu'une question, mais je la trouve extrêmement intéressante parce que je n'avais pas du tout fait ce parallèle et il y a une question derrière toi. Et ouais, merci pour cet éclairage nouveau. Bonjour, merci. Bonjour. pour cette conférence. Avec plaisir. Moi, c'était juste une remarque, c'est que en fait, l'informatique a emprunté beaucoup de vocabulaire au génie civil. Ouais. La maîtrise d'ouvrage, maîtrise d'œuvre, on construit des briques logicielles. Et en fait, nous, ça nous sert beaucoup quand on parle à des clients ou des partenaires qui sont absolument pas proficients en IT, de toujours prendre cette comparaison. Bah voilà, imagine, je suis en train de construire un mur, je suis en train de construire un hôtel. Et c'est pour ça que c'est intéressant, ça donne encore d'autres images pour pouvoir interagir avec des clients de façon vraiment claire et limpide avec eux pour qu'ils comprennent ces concepts avec lesquels ils ne sont pas familiers. Ouais. Ouais. Donc merci pour ça. Mais avec plaisir. En fait,
J'avais cette même réflexion-là, mais même avec du génie civil, on peut faire la comparaison. Il faut juste essayer de reculer un tout petit peu plus en termes d'approche et se dire comment est-ce qu'on construisait les maisons il y a 2000 ans et comment est-ce qu'on les construit maintenant. On a vraiment amélioré la façon de faire et ça, c'est une construction qui est vraiment itérative. Et oui, construire une maison, ce serait construire juste un élément du logiciel et voir l'ensemble du logiciel évoluer, sauf que ça a une échelle de temps beaucoup plus courte, c'est voir comment la construction, comment le bâtiment a évolué. C'est la même chose que ce que j'ai pris comme axe pour le métro. Mais merci.